Bonjour Marc, Bonjour. merci d'accepter cette interview de Burdig à la presse. Vous avez fait donc le buzz récemment avec plusieurs vidéos sur l'état de la France, Sans pleurer, oui. sans pleurer, qui ont rencontré un écho extraordinaire parce qu'elles sont en accord, en harmonie avec les soucis de nos concitoyens. Donc je voudrais d'abord que vous vous présentiez, votre passé, donc vous avez été militaire, etc. Donc ça se voit, vous avez vraiment si j'ose dire, le profil, le look, ouais. mais ça rassure, un look qui rassure. Ah bon, voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, moi je m'appelle Marc-Jean Clerval, comme je l'ai déjà indiqué. Je vais tranquillement sur mes 68 printemps. Voilà, je suis père de 3 grands-enfants et grand-père de 8. Donc il y a du monde à la maison. Et en fait, moi j'ai servi chez les parachutistes pendant 22 ans. Et ensuite, j'ai travaillé pour une compagnie pétrolière où j'étais patron de la sécurité en Algérie pendant 7 ans. Ce qui m'a permis, comme ça, pendant quasiment 30 ans de baroud, on va dire, hein, de voir beaucoup de choses et qui sont aujourd'hui, on va dire, assez frappantes en France. Hein. Il y a des associations de situations qui me permettent, qui ont fait que, en fait, j'ai voulu témoigner et donner des indications aux Français. Enfin, ils n'ont peut-être pas besoin de moi sur ce plan-là, mais manifestement, ça a plu et donner des indications pour rappeler les fondamentaux et leur faire comprendre que finalement, c'est eux qui ont la main et ce n'est pas le pouvoir. Oui, alors ces vidéos sont remarquablement bien argumentées et construites sur le plan de la dialectique, hein, me semble-t-il, et c'est vraiment intellectuellement quelque chose de très agréable et à suivre et très utile pour mettre en ordre des idées. Parce que je pense que quand on a préparé cet entretien, on a dit que ce qui vous avait fait réagir, c'était donc ce sentiment, on va dire, de colère qui anime le peuple français, cet élastique qui est tendu à en claquer. Et vous l'avez senti, vous êtes fait le chantre finalement de cette exaspération. Oui, alors sur ce point, il y a pas mal de choses à dire. Hein. Avec l'expérience que j'ai, mais je ne suis pas le seul, on voit que, sachant que les mêmes causes produisent les mêmes effets, on voit bien la tension qui est en train d'augmenter en France pour plein de raisons, hein, qu'elles soient sociales, économiques, sociétales, politique, géopolitique, enfin on peut tout y mettre. Et on voit bien qu'on arrive au bout du chemin, pour moi, hein, on est à la croisée des chemins, voire même, pourquoi pas, à la fin d'une civilisation et qu'il va falloir reconstruire derrière quelque chose qui nous corresponde, puisque aujourd'hui ce qu'on voit, ça ne nous correspond plus. Enfin bon, je pense que je parle en mon nom, mais au vu des commentaires que j'ai eus, il semblerait quand même que ce soit l'avis de pas mal de monde. Et du coup, j'ai voulu évidemment rappeler certains fondamentaux. Alors bon, certes, je vous rassure, hein, je ne le fais pas comme ça spontanément, il y a du travail hein, derrière. Je vais chercher la documentation et je prépare mon propos évidemment. Sinon, je serais quand même sacrément bon, ce qui n'est pas le cas. Hein. Voilà, c'est juste de la restitution de documentation que j'ai pu récupérer. Bon. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, et ça je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi, la première vidéo, c'était le message aux généraux. Pourquoi j'ai fait ce message? Parce que à la mi-juillet, voir le premier militaire de France venir en tenue à une conférence de presse et venir annoncer sans sourciller que la Russie avait quasiment déclaré la guerre à la France, ça, j'ai pas accepté, j'ai pas toléré, parce que bon, voilà, ça sortait du cadre. Il sortait de son rôle complètement. Complètement, ouais. Là, par contre, effectivement, il y avait la rupture du silence que doit avoir le militaire. Hein. Lui, c'est le bras armé du politique, il n'est pas là pour commenter. Enfin, c'est écrit comme ça, de toute façon. Alors justement, ça nous permet d'aborder un sujet qui est fondamental, à savoir que il semblerait, donc quand on étudie un petit peu les choses de près sur le plan juridique, que nous n'ayons plus de constitution, que notre constitution est complètement donc à plat, et que le pouvoir auquel nous sommes confrontés n'a plus ni de légitimité ni de légalité.
Alors bon, moi je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas avocat, je suis juste un Français qui sait lire. Voilà, donc je me suis référé au document de référence et la Constitution de 58, même si la Constitution elle a perdu de sa teneur puisqu'elle a été modifiée 24 fois depuis qu'elle a été créée. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, hein, bon, et ça aussi c'est pareil, c'est en vigueur. Et on nous parle souvent de la démocratie. Bon, on entend aussi que la démocratie, ça vient du grec démos kratos, le pouvoir par le peuple, pour le peuple. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le peuple, il est complètement évincé de ses choix. Hein, donc, on n'a pas droit à la parole. Alors aussi, vous avez le droit tous les 5 ans d'aller mettre un bout de papier dans une urne. On ne sait pas trop comment ça se passe derrière. Et puis partant de là, vous avez élu des gens. Il suffit d'écouter notre président, ce qu'il dit. Et partant de là, il considère qu'il a la légitimité et il va décider pour vous, enfin lui et toute sa clique, pendant 5 ans, de ce qui est bien ou pas bien pour vous. Moi, personnellement, j'adhère pas du tout et je ne l'accepte pas. Et quand on regarde la façon dont tout le pouvoir actuel, hein, donc qu'on regarde que ce soit l'exécutif, le législatif, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, etc., ils sont tous sans exception, ils ont failli à leur mission. Donc ils sont pour moi totalement illégitimes et le seul à ce niveau-là qui est légitime, c'est le peuple. C'est le peuple. Bon voilà, c'est pour ça que je dis aux gens... Alors oui, excusez-moi, une petite remarque en passant, dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a quelque chose qui est fondamental aussi, qui fait partie des droits fondamentaux, c'est la résistance à l'oppression. Hein, donc c'est marqué noir sur blanc, je n'invente rien, et il semblerait qu'on soit justement... sous la coupe d'une oppression par une oligarchie qui s'auto-entretient, hein, qui est à la tête du pouvoir et qui arrive à manipuler les élections et donc qui se garde bien depuis le référendum de 2005 de demander l'avis du peuple. Ah ben, c'est pas que depuis le référendum de 2005, c'est que si on regarde bien, enfin, depuis la Révolution, hein, où est la démocratie? Bon, enfin moi je suis né en 58, hein, donc l'année de la Constitution. Alors si on démarre à partir de cette date-là, bon, on voit bien que les politiques aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et qu'ils ne tiennent absolument pas compte de l'avis du peuple. En revanche, la Constitution a effectivement été modifiée. À une époque, on avait le droit de s'insurger si on n'était pas content. Bon, ça a été enlevé de la Constitution, mais en tout état de cause, on a tout à fait le droit de se rebeller légalement, on va dire, et créer un pouvoir constituant et demander la destitution de tout, hein, des pouvoirs. C'est comme dans une entreprise, si vous ne faites pas votre boulot, ils ne font pas leur boulot. Bon, voilà, je ne vous apprends rien de toute façon, hein, tout le monde le dit et il suffit de le voir. D'ailleurs, ce qui est quand même intéressant, c'est que ce que j'avais déjà expliqué dans une vidéo, je crois que c'était sur GPTV, c'est quand même frappant. Il y a eu 3 élections récentes. À ces 3 élections, on les a dégagées. Et ils sont sortis par la porte, ils sont rentrés par la fenêtre, et c'est toujours les mêmes. Et quand j'entends parler des socialistes, je me suis dit, ils vont quand même pas mettre un Premier ministre socialiste. Bon, c'est pas le cas, alors c'est même pire, mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais on a aujourd'hui le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, qu'est-ce qu'on a? Le Conseil d'État aussi, l'ARCOM, je crois. Et qu'est-ce qu'on a encore? Bon, c'est des socialistes. Ah si, le Perchoir, l'Assemblée nationale. Le Perchoir, voilà. C'est des socialistes, donc enfin, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Le peuple s'est exprimé. Bon, ils ont choisi ce qu'on leur proposait, parce que là c'est pareil. Si on regarde bien les élections, mais c'est une vaste blague. On a avant, à l'époque de De Gaulle, il fallait, n'importe qui pouvait se présenter, il n'y avait pas besoin d'avoir des voix. Après, c'était passé à 200, si je me souviens bien. Maintenant, c'est 500 dans l'anonymat. Et depuis Hollande, il n'y a plus d'anonymat. Exactement. Donc là, les maires subissent des pressions d'un président de conseil général d'une autre couleur qui va lui dire attention, si tu donnes ta voix à un tel, tu n'auras pas ta subvention pour construire ton école. Bon, donc, et on voit bien qu'il y a des gens qui auraient pu se présenter, alors bon, les souverainistes par exemple, Asselineau, Philippot et d'autres. Philippot-Aignan qui a été dégagé aussi. Voilà, donc on se retrouve avec toujours le même, c'est l'entre-soi, et on doit choisir entre la peste ou le choléra. En gros, c'est ça, parce que pour moi, le Rassemblement national, dans sa forme actuelle, ça pèse pas plus que le reste, hein, c'est la même chose. Donc on fait quoi? On va mettre un bout de papier, le vote blanc n'est pas pris en compte,
Et puis pendant 5 ans, on doit fermer sa bouche et puis faire ce qu'on nous dit de faire, mais ça ne peut pas marcher ça. Enfin moi, je n'adhère plus du tout à ça. Et je pense qu'il faut maintenant réellement changer les règles du jeu et passer à autre chose. Effectivement, alors le milieu politicien, donc avec ses petits arrangements entre amis, puisqu'il semblerait que notre nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, soit très bien, dans des relations très, très bien, très cordiales avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Oui, possible, oui. Donc, voilà. Mais je crois que le problème, le débat, il n'est même plus là. Oui, non, mais c'est ça. Il n'est même plus là. Moi, il y a quand même quelque chose qui est effarant, c'est qu'on a des politiques. Donc, bon, si on prend l'Assemblée nationale, on a 577 députés, on mettrait 577 tabourets, ça serait pareil. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison. Alors déjà, comment on peut accepter que ce soit eux qui édictent les règles, à commencer celles concernant leur rémunération. On a bien vu, c'est l'année dernière, je crois, où les députés se sont augmentés de 300 € et les sénateurs de 700, soi-disant, pour compenser l'inflation. Alors qu'à côté de ça, on a des Français qui n'arrivent pas à manger à leur faim tous les jours. Enfin, c'est hallucinant. Donc, voilà. Donc comment déjà on peut accepter que ce soit ces gens-là qui votent eux-mêmes les lois? Elles devraient être proposées par le peuple. Enfin, ils devraient proposer des lois et elles devraient être acceptées ou pas par le peuple. Donc déjà, il y a un problème avec ça. L'autre problème qu'il y a également, c'est que à quoi ils servent? Le Sénat, je ne vais pas dire, on entend dire des gens, certaines personnes disent que c'est un EHPAD, mais à ciel ouvert, mais c'est presque ça. Maintenant, on a délégué notre souveraineté quasiment totale à l'Europe. C'est même pas à l'Europe, c'est à la Commission européenne. Parce que les 720 ou 730 députés... Le Parlement européen n'a aucun pouvoir. Non, exactement. C'est même pas l'Europe. Donc on n'a plus de souveraineté, qu'elle soit monétaire, alimentaire, parce que les agriculteurs, on voit bien la problématique. D'ailleurs, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Ni industriel, ni alimentaire. Donc on a 577 gugus qui s'écharpent. Parce que quand on voit la pauvreté de la qualité des politiques aujourd'hui, mais ça fait pitié, franchement, ça fait pitié. Alors, et quand on les voit, et en fin de compte, ça ne sert à rien. Alors pour en sortir, parce qu'il faut... le constat, je pense qu'on l'a tous fait, donc on peut le développer indéfiniment, mais parmi les propositions positives qui permettraient de sortir, je suppose que vous défendez, et beaucoup de gens sont pour ce qu'on appelle le RIP, ou le RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative populaire ou citoyenne, qui permettrait de dégager un élu dans des conditions particulières, quand il a vraiment montré son incapacité à régler, parce que ces gens-là ne sont que des mandataires, et il ne faut pas qu'ils l'oublient. Or, ayant fréquenté moi-même le milieu politique, dès que quelqu'un est élu, il croit qu'il est investi et à vie pratiquement, et qu'il jouit d'un statut particulier. Et il faudrait qu'il ait toujours ce coup près. C'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on prend la classe politique, la grande majorité sont des politiques professionnels qui n'ont jamais rien fait de leurs 10 doigts, qui sont, ils sont politiques. Bon, en plus, ils ont des salaires que je considère aujourd'hui indécents pour la qualité du travail qu'ils fournissent. Bon, ça, c'est pas nouveau quand on voit le salaire moyen en France et qu'on voit ces salaires-là. Mais pourquoi, par exemple, pourquoi l'article 68 de la Destitution ne passe pas? Ou pourquoi les motions de censure ne passent pas? Alors, une espèce de jeu théâtral qui s'opère dans l'hémicycle, où ils s'écharpent tous les uns les autres, mais on sait très bien que s'ils votent la motion de censure, le gouvernement tombe, ce qui se passe aujourd'hui, et s'il y a une dissolution, ils perdent tous leur boulot. En fait, c'est ça. Donc on voit bien qu'il y a une connivence qui s'opère entre différents groupes pour conserver la main et conserver leur boulot. C'est pareil à l'Europe, c'est la même chose. Oui, alors. Donc ça nous amène un petit peu, vous l'avez évoqué très brièvement là, tout à l'heure, sur la notion de souveraineté, qui est fondamentale, effectivement, sûr, et parce qu'on a mis toute notre souveraineté, et on continue à perdre le peu qui nous reste, on le perd avec le Mercosur, etc. Mais il y a une autre notion, je pense, c'est les deux jambes, je pense, d'un peuple, pour un peuple, c'est l'identité.
Or, notre identité a été attaquée petit à petit, mise à mal, oui. mise à mal depuis des années, notamment par la décadence de l'éducation nationale, etc., par l'immigration de masse, etc., puisqu'il y a quand même des hommes politiques, notamment Sarkozy, qui a fait un discours à Palaiseau en 2012, si ma mémoire est bonne, où il prônait le métissage généralisé, où il disait que si on ne va pas assez vite, il faudra intervenir de force. La créolisation, donc, de LFI aussi. Bon. Voilà. Donc, ces deux, et effectivement, les deux sont intimement liés. Souvent, on parle de souveraineté, mais on oublie l'identité. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a beaucoup de choses à dire, de toute façon, sur le sujet, hein, ça c'est clair. Il faut déjà dresser un constat. Le premier constat, c'est qu'on a une immigration invasive non contrôlée qui n'apporte rien à la nation. L'immigration, moi je ne suis pas contre. D'ailleurs, je suis fils d'immigrés. Ce n'est pas moi qui vais critiquer le phénomène migratoire. Mais il faut qu'un pays qui fasse rentrer une immigration lui serve à quelque chose. Ça correspond à un besoin, comme par exemple en Australie. Vous ne pouvez pas migrer en Australie si vous ne correspondez pas à un besoin du pays. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, concernant l'identité, on a une vraie problématique en France, et d'ailleurs les dernières courbes sont assez frappantes, c'est la courbe des décès et des naissances, et on s'aperçoit que c'est la première fois depuis 1945 que les décès sont supérieurs aux naissances. Donc on a un vrai problème démographique, et ce problème démographique, c'est soit on se dépêche de faire des enfants dans ce pays, soit de toute façon on sera submergé par une immigration qui sera pratiquement devenu obligatoire pour pouvoir compenser les besoins de la nation. Mais le problème, c'est que pour faire des gamins, il faut pouvoir donner de l'avenir aux jeunes. Aujourd'hui, moi, quand je discute avec des jeunes, ils regardent la France, ils disent « mais la France, qu'est-ce qu'elle va m'apporter ?» Donc avec maintenant la mondialisation, les outils de communication, Internet, travailler de chez soi, etc., ben, les gens créent des business et ils s'en vont dans des pays. Je vous donne un seul exemple que j'ai entendu il n'y a pas longtemps qui était effarant. C'est un ingénieur en intelligence artificielle. Alors moi, j'ai fait une formation en intelligence artificielle l'année dernière, donc c'est un sujet qui m'intéresse. Et j'ai écouté ce gars qui avait 27 ans. Il expliquait que son patron, il payait 10 000 euros pour lui par mois de salaire et que lui, au final, il en tirait même pas 4 000. Donc ça veut dire qu'il y a 60% que l'État se récupérait. Et il disait qu'on lui proposait un business à 5 chiffres aux États-Unis. Donc le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ses valises, il partait aux États-Unis. Et on ne peut pas lui jeter la pierre à ce gars-là. Voilà. Donc on a une fuite des cerveaux, parce qu'en France, on a beaucoup de gens qui sont en grande capacité. On a fait des choses extraordinaires dans ce pays. Je pense qu'on pourrait de nouveau en faire des extraordinaires, mais il faut remettre l'Église au centre du dispositif. Donc, enfin, surtout l'humain au centre du dispositif. Et c'est ce que je prône tout le temps. Oui. Mais c'est compliqué, parce que d'un coup, on a tellement laissé dériver le bateau. C'est ce que j'ai mis dans une vidéo. On a donné les clés d'un camion à des gens qui n'ont pas le permis, qui le conduisent comme des tarés et qui nous amènent droit dans le mur. Si on ne reprend pas le volant, on va s'écraser avec eux. Sauf qu'eux, ils ont des sièges éjectables, pas nous. Voilà. Bien sûr, ils ont prévu leurs arrières. Oui, alors, est-ce que, enfin, moi c'est un petit peu mon analyse, est-ce qu'on partage cette analyse? C'est parce qu'en fait, on a perdu l'énergie vitale, la volonté de vivre. Il y a quelque chose, donc on voit par exemple se développer chez les jeunes un mouvement No Kids, c'est-à-dire pas d'enfants, où ils se... Voilà. Oui, et c'est une pulsion de mort, une pulsion suicidaire qui atteint notre société, qui se retrouve... les lois sur l'euthanasie déjà. Voilà. On prône la mort et on ne prône pas la vie. Mais moi, je comprends ces jeunes en déshérence. De toute façon, il y a un facteur qui a été déterminant, c'est le Covid. La période Covid a été dramatique. On a flingué 2 générations. Il n'y a pas d'autre mot. On a flingué les jeunes. Les taux de suicide qui sont qui augmentent de façon exponentielle. Et c'est vrai que c'est dramatique. Mais il y a un autre facteur qui est déterminant, à mon sens, c'est que l'école ne fait plus son travail depuis longtemps. On a une qualité de l'enseignement qui est pathétique. Il suffit de regarder comment ils parlent et comment ils écrivent. Et malheureusement, il y a un but derrière. Enfin, pour moi, je pense que c'est... Mais c'est organisé. C'est organisé depuis le plan Langevin-Vallon à la Libération. Briguelli en parle très bien. Briguelli en parle très bien. La fabrique du crétin qui est volontaire pour avoir justement un peuple. Mais pourquoi? La question à se poser, c'est pourquoi? Parce que je vais vous le dire pourquoi. C'est très simple. Quelqu'un qui est moins instruit, il ne va pas poser de questions intelligentes.
Donc et puis c'est le principe romain qu'on connaît bien, donnez-leur du pain et des jeux. Oui, oui. Et aujourd'hui, les gens, ils sont sur leur téléphone. Enfin, c'est assez frappant, il suffit d'observer un peu. Moi, j'aime bien observer dehors quand je suis à l'extérieur. Bon, là, j'habite sur un lieu où il y avait des touristes cet été, je les regardais à la plage. Ils sont tous sur leur téléphone, ça ne communique plus. Les gens sont très individualisés. Alors, dans les situations compliquées, les gens vont sortir de leur téléphone parce que peut-être qu'il ne fonctionnera plus d'ailleurs, et ils seront obligés de communiquer. Mais c'est vrai, voilà. Et il faut faire société. Enfin, on dit toujours qu'il faut faire société, il ne faut pas se regarder en chaîne de faïence, et il faut communiquer avec les gens. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, engueulez-vous, c'est pas grave. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais il faut qu'il y ait un débat. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Oui, mais alors, justement, donc, dans ce plan, c'est pas uniquement, vous parliez de l'instruction, c'est pas uniquement l'instruction, c'est parce qu'on avait autrefois des vieux paysans qui n'étaient pas très instruits, mais qui avaient une certaine finesse d'esprit, étaient capables de comprendre des choses complexes. C'est parce qu'on a détruit notamment la langue, les gens ne sont plus capables de comprendre les choses, et ça a été décrit par de nombreux psychologues. Le fait de ne pas comprendre, de ne pas pouvoir s'exprimer, aboutit sur une violence. La violence est aussi issue de cette chose-là. Donc l'école doit être une des priorités futures. Alors il y a autre chose qui vient se greffer là-dessus, et c'est quelque chose de très important qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a des techniques aujourd'hui d'ingénierie sociale, notamment ce qu'on appelle la novlangue. Et la novlangue, c'est l'art et la manière de dire tout et son contraire. C'est le en même temps, le fameux en même temps. Donc non content que les jeunes ne soient pas instruits, bon, je regarde par exemple l'histoire, hein, bon, de ce qu'on m'en a rapporté, je ne suis plus à l'école depuis longtemps, mais il semblerait que l'histoire de France, par exemple, ne démarre qu'à partir de 1945, quoi, la Shoah. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est dramatique. On a 1500 ans d'histoire. Oui, de ne pas expliquer à nos jeunes comment la France s'est construite, c'est enfin, pour moi, c'est un crime de lèse-majesté. Voilà, donc tout s'explique en fait. Et donc avec cette novlangue, on peut amener les gens à... en fait, c'est ça, c'est que quand vous perturbez les esprits, beaucoup de gens se disent, au bout d'un moment, ils sont perdus, on leur dit noir, blanc, gris le lendemain, on revient à noir, blanc, ils sont paumés. Donc ils disent, bon, si lui il dit ça, c'est qu'il doit avoir raison et on suit. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui. C'est une très bonne technique de manipulation et ça marche plutôt pas mal. Ça a bien marché pour le Covid. Ceci dit, au vu de ce que je vois à l'heure actuelle, ça marche de moins en moins. De moins en moins, voilà, tout à fait. Alors, pour terminer cet entretien, oui. Donc ça serait bien qu'on évoque, pour terminer sur une note positive en tout cas. Il faut toujours, hein. Ouais, bien sûr. Hein. Bon, donc, faut pas s'arrêter qu'au constat. Voilà, comment est-ce qu'on voit l'avenir pour notre pays? Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour arriver à sortir de ce marasme intellectuel, ce marasme global? Parce qu'en fait, c'est dans la tête. Donc, je pense qu'à partir du moment où on arrivera à mettre dans la tête des gens quelque chose de positif et un but positif, ça repartira de façon extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire, à votre sens, pour s'en sortir? Il faut évidemment réagir. Alors, descendre dans la rue, manifester, signer des pétitions, voter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Alors, bon, je vais dire un mot bateau, parce qu'on entend ça souvent, mais c'est faire nation. Mais pour moi, faire nation, ça a du sens. Vraiment, il faut que les gens se manifestent en disant « stop, ça suffit ». Et pour que ça fonctionne, il faut des millions de gens dans la rue. La problématique, c'est ce que j'avais dit à Mike Borowski sur GPTV, je lui avais dit « il faut tout faire pour éviter une guerre civile ». Et alors, il y a un exemple frappant, c'est ce qui vient de se passer au Népal, où les gens, la police a tiré à balles réelles sur des jeunes manifestants. Ils ont tué, je ne sais pas combien, 150 personnes. Et du coup, les manifestants se sont vraiment rebellés. Ils viennent a priori de tuer la moitié du gouvernement. Enfin, ils sont allés les chercher chez eux. Enfin bon, bref. Et là, aujourd'hui, c'est le chaos total. Donc, certains disent, oui, bravo, on devrait faire pareil en France et tout. Bon, pourquoi pas, si c'est la volonté du peuple. Moi, je ne vais pas pleurer. Hein.
Mais à mon avis, c'est pas la solution, quoi. C'est pas la solution. Donc il faut que les gens déjà apprennent à refaire société. Refaire société, c'est quoi? C'est sortir de ses téléphones, discuter avec son voisin, voir déjà dans les quartiers. Moi, dans le groupe d'action solidaire auquel je participe, c'est ce qu'on s'est attaché à faire. Les gens communiquent entre eux, ils savent où ils habitent, ils se réunissent, ils font des réunions, ils mangent ensemble, ils se parlent, ils s'engueulent. Après, ils se ravivochent, parce qu'avec un bon verre de rouge, on se ravivoche toujours. Mais voilà, c'est ça. Il y a quelles que soient les origines des gens, et qu'ils soient immigrés ou pas, ça ne change rien au problème. Il faut vraiment que les gens communiquent. C'est comme dans un couple, en fait. La base, c'est la communication. Si les gens ne communiquent pas, ils se regardent en chien de faïence. Et surtout, c'est que ça fait le jeu des gens qu'on a aux manettes. Parce que, voilà, d'ailleurs, on voit bien, c'est le jeu préféré de notre cher président, c'est diviser pour mieux, on dit pour mieux régner, moi je dirais diviser pour mieux soumettre. Ce gars-là, il est en train de faire mettre les gens à genoux, et c'est terrible. Et bon, voilà, alors je dis aux gens, réveillez-vous, voilà, communiquez entre vous, descendez dans la rue. Et de toute façon, c'est ce qui va se passer. Moi, je parle toujours du syndrome du frigo vide. Quand les gens ne vont plus rien avoir à manger, je peux vous dire que là, ça va swinguer. Pourquoi? Et je le dis à chaque fois, ça viendra des femmes. Parce que les femmes qui sont, à mon sens, plus courageuses que les hommes, pour la plupart, elles vont descendre dans la rue, parce que quand elles ne pourront plus nourrir leur progéniture, là, ça ne va pas être la même musique. Mais bon, il faut faire attention, parce que aujourd'hui, les gens, enfin, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais pour moi, c'est plus de la colère. Hein. On est vraiment dans la haine aujourd'hui, et la haine n'est jamais porteuse de bonnes choses. Donc il faut essayer de canaliser toutes ces énergies pour une bonne cause, mais ça ne peut se faire que si les gens communiquent entre eux. Enfin, pour moi, hein. Voilà. Et vite, surtout vite, pas attendre. Il y aura pas de... Alors, je le dis, ça, si je préfère, je veux le dire, il n'y a pas de sauveur, il n'y aura pas de sauveur. Le sauveur, c'est chacun d'entre nous. Voilà. Il faut se prendre en main, se lever de son canapé, faire ce qu'il faut, peu importe le niveau, que ce soit l'âge, la santé, le physique, etc. On a tous quelque chose à faire. Si tout le monde s'y colle, il n'y a pas de problème. Hein. Nous sommes le nombre, hein, j'arrête pas de le dire. Hein. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, mais écoutez, merci Marc pour cet entretien. On n'a pu que survoler, évidemment. Quelque chose qui est tellement vaste, mais bon, de toute façon, c'est le combat qui nous attend. Oui, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Et moi, je comptais passer une retraite tranquille, peinard. Et, bon, manifestement, l'univers en a décidé autrement. Bon, voilà. Bah, c'est pas grave. Je suis dans le même cas. Voilà. Avec 10 ans de plus. Oui, bah, c'est pas grave. Là, je n'ai qu'un nombre, hein, c'est ce que disent les Américains. Exactement. Voilà. Bah, merci. Voilà. À très bientôt, de toute façon. Au revoir. Au revoir, Marc.